Bonjour à tous, bienvenue dans Quai-Plan, épisode 9, une nocturne à nouveau, parce que jusqu'à présent on était en pleine journée. Si vous découvrez cette émission, comme d'habitude, on est Clément et Paul de la chaîne Hit the Road, 800, bientôt 900 000 abonnés, d'ailleurs on se rapproche petit à petit, quelques annonces d'ailleurs là-dessus. On va parler de plein de choses, de vies parallèles qu'on a menées, des vies ratées, des histoires aussi, toujours des petites updates sur le projet Dakar, une belle annonce qu'on met pas dans le titre, qu'on garde que pour les vrais qui nous écoutent en version podcast sur Spotify, Apple Podcast et Deezer. Déjà, merci à vous, n'oubliez pas vos petits 5 étoiles. Sur ce, on commence tout de suite. Déjà, comment ça va ? Parce que 23h50, le démarrage du tournage. On a commencé par un petit resto de recontextualisation, tu vois, resto de fin de semaine. On a bien charbonné. Globalement, ce mois de septembre, il a été très studieux, les amis. Il est passé... Ouais, on l'a pas vu passer. On a mis beaucoup de trucs en place qui vont être sur octobre. Donc, on va avoir un beau mois d'octobre. Donc, accrochez-vous bien. Et je pense qu'on peut commencer ce podcast par répondre à une des questions qui t'a été posée dans un sondage Instagram. Donc, pensez également à nous suivre sur Instagram. Il est fort. C'est important. Cette question était, y a-t-il des engueulades? Et si oui, à quelle fréquence entre vous, Clément, Paul, de la chaîne Hit the Road, voilà, vraiment... Hit the Road. Répondez-nous, mon Suisse. Alors... Moi, le problème que j'ai avec Clément, c'est qu'il est suisse. C'est-à-dire que le mec, il a pas vraiment des prises d'opinion, des positions tranchées. Donc, à la fois, c'est un point positif pour la résolution des conflits, dans le sens où... Je pense que je suis le youtubeur parfait à ne pas mouiller ni en politique ni en décisions importantes pour rester toujours un peu flou sur les opinions. Je saute du navire juste avant qu'il coule, tu vois. Pas mal. Pas bête. Mais du coup, c'est plutôt un point d'absence d'engueulade parce que comme on travaille ensemble et qu'on est assez modéré et qu'on sait écouter les envies de chacun, tu vois, j'ai pas souvenir d'engueulade. Tu vois, on s'est jamais écharpé. Après, en fait, c'est marrant parce que cette question, tu sais, nous, c'est comme un vieux couple qu'on se connaît depuis... un paquet d'années, donc on sait comment l'autre fonctionne, donc évidemment quand il y a des désaccords, évidemment on n'est jamais d'accord sur tout, mais chacun sait comment l'autre réagit, donc pareil je pense qu'aussi il y a une manière de, je sais pas, quand tu sens que l'autre est saoulé ou qu'il est pas de ton côté ou machin, t'as aussi des manières d'amener la chose pour être moins frontal, plus subtil, plus dans le bon sens ou Moi je sais que ça me saoule de sentir que t'es saoulé. genre en gros t'as ton comportement de mec saoulé, donc un peu genre renfermé sur toi-même, tu vois, genre qui va pas parler et tout, et genre ça me saoule quand t'es comme ça, et du coup moi je suis saoulé que tu sois saoulé, tu sais. Et c'est un cercle vicieux. Moi je sais que je vais plus avoir tendance à m'emporter dans la vie en général, et peut-être un peu plus sanguin, mais pas envers toi. Non mais c'est vrai que t'es la seule personne je me suis jamais énervé contre toi. Non, c'est vrai, ouais. Après, même moi, dans ma vie privée, j'ai jamais eu d'engueulade où, je sais pas, tu casses des assiettes, tu t'engueules, tu t'insultes. Genre, moi, je suis pas du tout comme ça et j'aime pas quand c'est comme ça. Petit sondage, mettez-nous dans les commentaires si vous avez déjà cassé des assiettes. Alors, perso, ça m'est déjà arrivé de m'énerver, mais j'ai jamais pété des assiettes. Hein. Non, mais je sais pas, même des gens qui s'engueulent à très très haute voix. Genre, moi, j'aime bien le calme et le silence. Donc, même dans une dispute, je préfère que ce soit calme et silencieux. Mais je pense que personne aime le bruit et les cris, mais il y a des gens qui montent en pression tellement fort qu'ils ont besoin que ça sorte. Toi, t'as une soupape de ouf. Genre, ta soupape, elle doit faire 10 cm de diamètre, tu vois. Non, je ne parlais pas de cette soupape. Ah, ok. Avec sa soupape, c'est un prolapsus. C'est quoi ? Un prolapsus. Attends, je crois que je sais ce que c'est. C'est quand les boyaux sortent par le parce que... Mais tu me sors tout le temps des mots scientifiques de ouf. La dernière fois, c'était le fécalum. Peux-tu expliquer ce qu'est un fécalum ? Alors, fécalum, je crois que c'est quand t'as... Non, parce que j'ai 2-3 potes qui ont fait médecine, quand même. Et en fait, fécalum, c'est... on est dans les hautes strates, s'il te plaît. C'est, je crois, quand t'as une boule de... crotte tellement dure, tu vois, avec la constipation, qu'en fait elle pourra jamais sortir. Tu vois, les gens du corps médical qui ont fait parfois des dizaines d'années d'études sont obligés d'aller creuser la petite cuillère pour sortir ces trucs-là, quoi. Donc voilà. Je crois qu'on peut jamais faire un podcast sans alimenter l'histoire du caca à un moment donné. Mais quoi. je crois que c'est un podcast. Ouais, on aura tenu 4 minutes. On aura tenu 4 minutes, ouais, 4-5 minutes, ce qui est en soi un bon score. Bon, voilà. La soupape. On disait quoi ? La soupape. Bon, non, enfin, je veux dire... Oui, non, je t'ai jamais vu péter une assiette. Non. Attends, c'est quand la dernière fois qu'on s'est engueulé, entre guillemets, ou du moins qu'on était fondamentalement pas d'accord Quand on a un sujet de désaccord, on a chacun des positions, et si on n'en change jamais. Non, mais, comment dire, on confronte les positions,
jusqu'à ce qu'il y en a un qui dise bon allez ouais Qui craque, ouais. j'avoue bon allez, si vraiment cette position là elle te tient très à cœur, je suis prêt à céder cette fois parce que bon voilà t'as raison aussi un peu mais ok tu vois. Mais vas-y raconte-nous l'histoire de l'ours. Non, je sais pas, la seule que j'ai en tête, la plus récente, je pense que c'était tournage en Arménie, sur l'usine où du coup il y aura pas de vidéo parce que du coup on l'a pas faite. La deuxième usine après celles qui sont sorties là sur YouTube. Aucun souvenir de m'être engueulé avec toi là-dessus. Engueulé dans le sens où, on s'est pas engueulé, mais j'étais saoulé de ouf parce que je voulais la faire absolument. Toi t'étais pas chaud parce qu'il y avait la sécu et tout, et t'es avec les espèces de mecs je m'en rappelle du coup. Qui ont tourné autour de nous pendant 10 plombes. Et du coup, j'étais en mode, vas-y, depuis le début, on est d'été, on fait plein de trucs en Arménie, vas-y, on fait l'usine, ça vaut le coup. Toi, tu sais, non, il y a quand même la sécu juste là. On venait de se faire choper en plus dans cette usine chimique où les vidéos sont sorties là, il y a déjà au moins 2-3 semaines quand cet épisode sort. En fait, c'est juste que t'as les services secrets qui viennent de nous dire Armen English Boom Boom. TikTok. TikTok, globalement. Ça d'ailleurs, on va en parler. Et donc, ils nous disent ça, et la meilleure des idées qu'on ait pu avoir, c'est, tiens, on va continuer à faire encore plus d'usines chimiques un peu scred, mais un peu plus loin. Donc, c'est sûr. Ouais. Et en fait, alors pour recontextualiser, repérage sur une petite colline en mode approche en tout terrain 4x4 avec approximativement, c'était une Sedan la voiture, et c'était une Renault. Je me rappelle c'était une Renault parce que je connaissais pas ce modèle de Renault. Ouais, mais du coup, c'était vraiment premier prix, pas du tout terrain. Approche dans les cailloux et tout, petit repérage au drone, on croise des mecs qui sont soi-disant des bergers ou quoi, et d'un coup, on retrouve les mêmes mecs dans l'usine chimique qu'on voulait infiltrer, tu vois. C'était un peu suspect. Donc moi je dis à Clem, ce truc-là, il est juste à côté d'une zone où il y a des générateurs, machin. C'est sûrement un site un peu sensible, on va pas se refoutre dedans. Surtout que le mec nous a vu. L'intérêt du bidule, alors, franchement, le plan drone, il avait fait le tour de la question, tu vois. Non, oui, mais... Surtout, ce qui était stylé pour moi, c'était le premier mur d'enceinte à passer avec les énormes barbelés. Il était stylé, parce qu'après, tu t'en descendais dans une espèce de pente de ouf. C'est vrai que souvent, le plaisir, c'est autant l'infiltration que... Ouais, les bâtiments, j'étais en mode comme d'hab, c'est une fois que t'as fait un plan, tu les as tous faits, mais juste le mur était stylé à passer. En fait, moi, c'est juste que, tu vois, on avait une longue liste d'objectifs, on avait, tu vois, genre à la nuit, des trucs à faire, pas énormément de temps, et après, il y a toujours cette question de qu'est-ce que tu priorises, où est-ce que tu prends le risque, parce que... puis vu qu'on était à la moitié du trip, on savait pas encore ce qu'on allait tourner après, entre-temps, on a fait le télescope et tout. Il restait le télescope, il restait pas mal de trucs, donc c'est jamais évident de gérer sa prise de risque, savoir, allez, je prends le risque de me refaire arrêter une deuxième fois consécutive, tu vois. Sachant qu'on avait des spots trop cool sur la liste et que potentiellement les autres spots étaient tout aussi fournis, quoi. Mais c'est pas une engueulade. J'ai exprimé mon désaccord. T'étais saoulé. Ouais, en fait, ça m'a saoulé que tu sois saoulé. Et en même temps, on est deux sur une montagne, je vais pas t'en pousser, quoi, tu vois. On s'est déterré à aller jusque-là, j'avais trop envie de le faire et toi, t'étais pas chaud du tout et j'essayais de te motiver, t'étais pas chaud. Et c'était juste ça, en fait. Je pense qu'il y avait une excitation extrême de mon côté, une désexcitation extrême du tien et du coup, on n'avait pas d'entre-deux ce qu'on peut pas faire à moitié l'infiltration. C'est soit tu full in, soit pas du tout. Mais en fait, c'est juste qu'on a vu les mecs qui patrouillaient dedans et le spot était un peu naze, c'était que des problèmes, tu vois, du coup... In fine, du coup, avec ce qu'on a fait, j'ai pas trop de regrets, parce qu'on a fait d'autres vidéos très cool. J'aurais même pu te dire qu'on aurait pu partir plus vite, comme ça on aurait pu faire d'autres spots qu'on a vus par la fin, qu'on a découvert à la fin, il nous en manquait soit un véhicule qui faisait du franchissement de ouf, soit juste plus de temps, tu vois. C'est toujours un peu le regret quand t'es sur des voyages que tu prépares pas, que t'écris pas, tu vois. En Arménie, il y a un spot qu'on a vu mais qu'on n'a pas pu faire parce que manque de temps ou manque de véhicules, comme tu disais. C'est peut-être le seul regret de l'Arménie où il y aurait eu un épisode de ouf parce qu'il y avait une marche d'approche, une espèce de mine de cuivre trop stylée à la frontière géorgienne, enfin un truc trop stylé. Ça aurait été bien beau, mais ce sera pour une prochaine fois. Moi j'ai très envie de... En fait, ce qui est rigolo avec l'Arménie, c'est qu'on a un peu l'impression que c'est le bout de map, et ça nous fait beaucoup rigoler quand on a pensé à ça, quand on était en train de rouler. C'est un peu, tu vois, genre les collines herbeuses du bout de map de Battlefield ou de Warzone même, tu vois. Mais t'as l'impression que juste la carte a pas été modélisée. Ouais, les devs ont eu la flemme de rajouter des arbres, il y a juste de la colline et il y a pas d'arbres, il y a pas d'arbustes, il y a rien. Perte de vue, c'est vraiment il y a ça et une montagne au loin, quoi. Vraiment, ça a été minimal le développement là-dessus, quoi. En fait, c'est un super terrain de jeu pour le speed. Et je suis sûr qu'en speed flying, en parapente, donc vol de pente de proximité, on a déjà parlé, je suis sûr que ça va être un super terrain de jeu là-bas. Donc on ira peut-être un peu mixer le truc, faire des combos de Robex speed flying. Mi-cuivre, mi-parapente. Mi-nylon. D'ailleurs, aparté, on vient de se taper une énorme barre en lançant l'enregistrement de ce podcast parce qu'il y a beaucoup
beaucoup de commentaires dans la dernière vidéo qui nous ont fait part de le mec au début qui crie Armen, il dit pas qu'il est de l'armée, il dit juste qu'il s'appelle Armen. Genre c'est un prénom arménien, tu vois, Armen. Et après il dit TikTok. Et apparemment ça dirait toi en russe, de ce que j'ai vu en commentaire YouTube. Et du coup c'est comme si le mec il disait parle. Et toi? TikTok. Non, TikTok. Le mec voulait juste donner son TikTok. Son TikTok, c'était Armen. Armen, suis-moi sur TikTok. Ou alors il voulait juste te follow, quoi. Tu vois. Ouais, peut-être. C'est ouais, le mec, il est classe, bon contenu. Et Armen. Parce que pour la petite histoire, là, on est vendredi soir à 23h50 et la vidéo est sortie ce vendredi 19h, 20h, je sais plus quelle heure. Ouais, et en fait, tu l'as charbonné jusque-là parce que c'était très long. Il y avait vous l'avez vu sûrement ou pas, peut-être aller la voir, mais il y a beaucoup d'illustrations la semaine dernière. Intelligence artificielle. Ouais. Et avec un mix de plusieurs IA pour faire des trucs bien. Du coup, on a dû un peu level up sur le sujet. Ouais, non, en vrai, c'était intéressant d'utiliser l'IA. Tu vois, pour une fois, il y avait un vrai usage créatif. C'est bien sûr, il faut juste entre guillemets écrire des prompts, mais il faut savoir bien les écrire. Et là, on a mixé entre 3 et 5 IA pour avoir le résultat. Tu as des IA qui génèrent l'image, tu as des IA qui rendent l'image plus réaliste, tu as des IA qui, à partir de l'image, vont créer une image animée, donc une vidéo, et tout ça bout à bout. Il m'aurait fallu peut-être 2 semaines de plus pour peaufiner. Là, j'avoue que le rendu, je suis pas... C'est le début de la technologie IA, c'est le début de moi, je me sers de l'IA et le côté caméra avec les petits effets de VHS et tout. J'avoue que c'est un peu grossier, mais j'ai fait avec le temps que j'avais et je suis déjà content qu'on ait les illustrations. Non, mais c'est très impressionnant. Si on peut parler de l'IA rapido, c'est au balbutiement du truc, et dites-vous qu'avec une phrase on arrive à générer de la vidéo qui est genre plutôt réaliste, certes en 720p, mais c'est vraiment le début de ce truc là. Moi je pense qu'il faut pas voir la vie dans 5 ans, parce que pour moi en fait c'est Terminator, et puis dans 5 ans ça n'existe pas forcément, et tu vois c'est retour à l'âge de pierre dans 2 ans vu la progression technologique qu'il y a, tu vois. C'est un peu flippant, mais il faut se dire que ce travail que tu as fait, seul tout d'aller créer l'illustration 3D, c'était un travail pharaonique pendant 6 mois à 1 an pour une équipe de 40 personnes pour aller arriver à un résultat proche pour créer un truc de toute pièce. Tu vois, ça a été une centaine d'euros d'intelligence artificielle dépensée. Je pense entre 100 et 160 euros pour un mois pour un mois. Avec des crédits limités, mais j'ai quand même généré pas loin de, je pense, au moins 4 minutes de bout à bout tous les extraits, je pense c'est 4 minutes, 5 minutes. Donc pour ceux qui ne savent pas du tout ce dont on parle, c'est un site sur lequel tu tapes une phrase, ça te donne une image, tu travailles ta phrase jusqu'à ce que ton image soit meilleure. Pour déconstruire encore plus, donc c'est la vidéo qui est sortie la semaine dernière, vous avez le lien en description. Ici on se fait arrêter en Arménie par la police et il y a un gars des services secrets qui nous interroge. Et donc forcément, vu qu'on est dans un commissariat, on n'a aucune image de notre arrestation. Sur l'épisode Baïkonour, donc au Kazakhstan, on avait eu un peu les mêmes soucis avec des militaires russes. Et donc là, on avait fait appel à notre pote illustrateur pour qu'il puisse faire des dessins pour illustrer ce qu'on raconte, parce que c'est toujours plus vivant d'avoir autre chose que nos deux têtes qui discutent. Mais dites-vous que en gros, cette forme de dessin qu'on a utilisée à la fois pour Rio et à la fois pour le Kazakhstan, vraiment pour parler thunes, parce que ça intéresse tout le monde, tu vois. En gros, le storyboard, c'est la forme la moins chère de dessin, parce que c'est ce qui est produit un peu à la chaîne pour pitcher des idées en pub, et du coup, ils en font quand même un paquet, ça va pas coûter trop cher, ça doit être fait rapidement, parce qu'ils ont toujours des deadlines de salauds en pub, et du coup, il faut que ça aille vite. Et donc, le storyboard, ça coûte globalement 60 euros par vignette pour un mec qui est bon. C'est le tarif de notre pote Miguel parce qu'il est bon. Et du coup, mais en fait, 60 balles par vignette, tu fais, ça va, 60 balles, mais tiens. Et en fait, j'en ai 53. Pour illustrer une vidéo de 18 minutes, il y a peut-être 53 photos, donc fois 60 euros. Ça fait rapidement des boulasses. Moi, je crois que la séquence de dessin de Baïkonour, elle était à 3500 balles, un truc comme ça. Ouais, facile, ouais. Et la séquence de Rio, ça devait être pareil dans les 3-4 000 euros. Et donc, sachant aussi que... Pour une vidéo YouTube, ça chiffre de ouf, quoi. Ouais, déjà. Mais surtout qu'en fait, sur le 60 euros, il nous fait un tarif cool parce que nous, on prédessine ce qu'on veut. Et juste lui, vu qu'il a un meilleur coup de crayon que nous, parce qu'on est vraiment nul à chier. Moi, je le fais des drafts de patates. Mais grosso merdo, il a pas trop à réfléchir au plan, etc. Parce que nous, on a le truc en tête, c'est on lui fait vraiment un gribouillis et lui, il le met au propre. Donc c'est pour ça que ça coûte moins cher. Et derrière, dans les vidéos YouTube que vous voyez, il y a de l'animation, c'est-à-dire qu'il y a une caméra qui avance, il y a des effets de parallaxe, de presque 3D dans un dessin 2D. Mais ça, c'est Bibi. Et ça, c'est nous, parce que du coup, ça coûte 0 vu que c'est nous-mêmes qui le faisons. Ça coûte que mon temps. Et mon temps,
Parfois j'en ai pas, mais bon. Mais tout compris, si on devait passer que par des gens extérieurs, donc t'as 3000 et quelques euros de juste de dessin. Si le mec devait les imaginer, peut-être qu'on monte à 4000, 4005. Et attends, moi je te le refacturais combien? Et la parallaxe, passe au 3-4 jours. Bah 2000, hein, si t'es à 600 jours, ce qui est pas très cher. Ouais. 3 x 6, 18, tu vois, 1008. 3000. Ouais, tu vois. 3000, je te prends un petit 3000 pour faire ça. Donc rapidement, t'es sur du 7000 euros pour quelques illustrations dans une vidéo YouTube. Ouais. Si on veut chiffrer comme ça. Ce qui, à notre échelle de nombre de vues de YouTube Money, n'est pas du tout rentable. Enfin, 7000 euros la vidéo, on met la clé sous la porte avant même de sortir la vidéo. Quoi. Oui. C'est surtout que c'était avant même de prendre l'avion, avant même d'aller tourner. Tu vois, si c'est juste des frais de post-prod, ça fait extrêmement cher pour une vidéo. Mais du coup, tout ça pour dire que voilà, l'humain, en fait, la société se déshumanise parce qu'on remplace les humains par des machines. Je rigole. Mais non, enfin voilà, tout ça pour dire qu'on a fait les ratus, qu'on a payé 100 balles nos 150 d'IA. Nos IA, que c'est les balbutiements du truc et ça fait la blague. Ah, ça marche de ouf. C'est un truc de ouf. Pour ce qu'on voulait faire pour nos illustrations, ça marche. Et pour le débat que je vois souvent sur l'IA de ça vole le travail de gens ou l'IA se nourrit d'images non libres de droit, etc. Ce qui est vrai vol. aussi. C'est vrai pour le coup. Mais après, en même temps, c'est aussi pour le côté, ça remplace le travail de quelqu'un, comme toutes les innovations. Tu as l'exemple un peu facile de, dans ce cas-là, on arrête d'avoir des tracteurs pour labourer les champs et on repart à la main avec des chevaux. Donc moi, voilà, faut accepter aussi. Je dirais pas que ça remplace du taf d'autres personnes, ça modifie le travail, tu vois. Ouais. Ça le rend aussi plus intelligent dans le sens où l'IA, voilà, c'est un outil, mais il faut savoir s'en servir. Donc ça bouscule un peu les codes, l'organisation. Mais tu vois, genre quelqu'un qui est un bon storyboarder, c'est pas juste quelqu'un qui sait utiliser un stylo, c'est quelqu'un qui possède l'idée, qui sait quel plan s'enchaîne naturellement au cinéma et comment tu fais une cohérence. C'est quelqu'un qui est aussi force de proposition sur des plantes. Enfin, tu vois, c'est pas que l'exécution, tu vois. Et donc finalement, si on peut retirer la partie relou de l'exécution et être juste dans l'idée, la conception, tu vois, là où en fait l'humain a quelque chose à apporter. Ouais, une vraie plus-value. Tu vois, parce que la technique, c'est vrai que c'est quelque chose de robotique, c'est quelque chose de fait à la chaîne. Enlever à l'humain le travail pénible pour que le laisser juste exercer son esprit, la pensée, la conscience. Je rigole. Pourquoi je pars en philo? Non mais du coup, voilà, c'était juste pour dire que, et par exemple, moi j'utilise aussi pas mal l'IA dans les vignettes, vous l'avez vu. Vignettes YouTube, ouais. Couplé avec Photoshop, donc il y a un vrai travail de réflexion sur l'image, de compositing, et donc je m'en sers comme un outil. Et si vous voulez, c'est un outil qui fait que je passe 2 heures sur la créa, ce qui est quand même conséquent, tu vois, 2 heures bien efficaces. Si j'avais dû faire ça tout seul, bref, figurant, shoot photo, machin, tu vois. En fait, souvent, moi, je prends l'exemple de, tu vois, l'IA et Photoshop. La manière dont on sert de l'IA, typiquement pour les vignettes YouTube, pour moi, c'est la même chose et ça a la même valeur que le tampon sur Photoshop pour ceux qui touchent un peu, tu vois. C'est juste un outil parmi tant d'autres, au lieu de, effectivement, se faire chier à trouver une image libre de droit dans un catalogue, le découper, essayer de le mettre, changer la lumière pour que ça se fonde dans l'autre décor. Là, l'IA te fait le tout en un, en quelques lignes de texte, si tu as la bonne manière de réfléchir pour taper la bonne ligne, la bonne instruction pour l'IA. Je peux le faire à la main, tu vois, mais ça prendrait beaucoup plus de temps. Ça se prendrait 10 fois plus de temps. Et en fait, si tu même conceptualises plus large, à l'heure où le contenu est surconsommé, tu vois, où il y a un besoin quantitatif qui fait qu'augmenter, tu vois, finalement, en fait, les créateurs, ils sont plus en mesure, sans outils qui leur fait gagner du temps, de produire. On a besoin aujourd'hui de gagner du temps sur des trucs pour pouvoir coller, tu vois, aux besoins de consommation. Et c'est aussi simple que ça, quoi. C'est des outils qui vont avec l'époque, machin. Est-ce que c'était mieux avant? J'en sais rien. Ce sera peut-être mieux après, d'ailleurs. Je sais pas. Non, voilà. C'est une petite parenthèse pour la création d'IA. Moi, de base, j'avais proposé un autre sujet à Clément. J'avais proposé le sujet à Clément de l'IA du... Ce sera censuré ou pas? Je sais pas, sur les podcasts, si YouTube est pénible. Ouais, du coup, on va pas trop en parler, mais enfin, en gros, c'était une IA qui générait des choses à caractère... tu vois. Ouais, je pense que tu peux dire sexuel, en vrai, il n'y a pas de... Non, attends. Ça, c'est le modérateur chez YouTube qui transpire de ouf. Alors là, attention quand même, on va pas non plus exciter trop, surtout qu'on est deux dans une voiture sur un parking. Il faudrait pas que ça dérape et qu'après ta soupape, elle soit... sacrément ouverte. Non, bref. Oulala, tiens, j'ai un peu chaud, je vais me dessaper. Et moi, ce que je voulais ajouter pour l'IA sur le côté, ça peut voler le travail d'artiste, ça c'est vrai sur des illustrations ou des designs qui sont très ancrés. Je trouve que, tu vois, là, pour l'usage qu'on en a fait dans notre épisode YouTube, ça ressemble énormément à ce que nous, on filme, notre manière de filmer ou même les décors, tu vois. J'ai fait exprès de mettre des trucs soviétiques délabrés et tout. Et il y a moyen que ce que j'ai généré par IA,
l'IA se soit nourrie de nos images à nous. Donc ça me fait plaisir finalement de boucler la boucle. Ouais. Où elle s'est sûrement nourrie de toutes nos vidéos YouTube où il y avait ces trucs soviétiques délabrés pour générer si bien ces décors. Mais ouais, je suis bluffé par le rendu. Je pense qu'il y a des plans qu'on a filmés qui sont très similaires à tout ce que l'IA a généré. Donc ça fait même pas 1 an et demi, 2 ans qu'on en parle des IA. Donc dans 3 ans, 4 ans, ce sera tellement dans le quotidien que ce sera même, je pense, gênant d'écouter cet enregistrement-là. Ça sonnera même, tu vois, genre boomer. Boomer, mais le problème c'est que boomer c'est déjà boomer. Ouais, ce que je veux dire. Ouais, exactement. Il y a un peu de cette boomerceptions. Il est venu le temps de vous annoncer un truc. Ouais, c'est quoi cette punchline? C'est pas une chanson. Attendez, il est venu le temps. Non, c'est un truc cochon, ça encore. Non, ça c'est l'air de Casimir, mais qui est détourné aussi en version moins de 18. Je crois que le temps des cathédrales, c'est juste une époque de la. Non, et je crois que c'est une chanson genre sûrement de la comédie musicale Notre-Dame de Paris d'ailleurs. Il est venu le temps. Je sais pas ce que c'est l'air, mais. Alors du coup, non, c'était juste pour dire que on est personnes, je pense, qui tiennent leur parole, parce que la parole, c'est le seul truc qui distingue l'homme de... J'arrête la philo. Non. Bref, on vous avait promis le sub goal, 900 000 abonnés, il est bientôt atteint. À 900 000 abonnés, c'est quoi? C'est... Bam, la marque de fringues. Donc, vos serviteurs, les amis, sont en train de travailler d'arrache-pied pour vous concocter un truc aux petits oignons. Parce que nous, on sait pas faire autre chose que super bien. Je suis détestable. Je m'énerve. Non, mais c'est juste pour vous dire que on est vraiment content du rendu, que ça va être vraiment top et qu'on a hâte de vous sortir ça. Après, pas trop en parler parce que tu vois, c'est pas encore l'annonce officielle, mais c'est un peu pour les. Je pense qu'on donne pas le nom de cette marque. Bien sûr que mais non. en tout cas, elle va arriver vu que les 900 000 arrivent. Peut-être qu'elle sortira même un peu avant. Ça dépend de comment évolue le nombre d'abonnés. Sûr, ouais. Mais juste sur le côté parole, c'est drôle parce qu'il y a 2 ou 3 épisodes de Skeplan. On avait dit. À Noël, les amis, le livre version 2 Hit the Road. Ouais. Du coup, en fait, on doit faire un choix entre ou le livre ou la marque. Et là, on a tellement plus avancé côté marque que côté livre que le choix va se faire sur la marque. Donc, c'est plutôt elle qui va sortir avant le livre. Exactement. Et le livre a avancé, mais... Là, on n'a pas encore su trouver le bon atelier pour faire le livre, le bon imprimeur, etc. Non, mais dites-vous que, en fait, ce livre, plus il tarde juste un peu à se faire, enfin, c'est juste une question de tarder un peu plus, plus aussi il sera conséquent en termes il y a des photos stylées, d'aventure, finalement. Il y aura l'Arménie, il y aura tout ça. Exactement, les vidéos se produisent, sortent sur YouTube. Mais du coup, on voulait pas le mettre dans le titre, parce que la vraie annonce officielle de la marque qui arrive, ce sera peut-être dans quelques mois, quand on aura une meilleure vision dans l'ensemble. Mais on sait que ceux qui sont là, c'est les vrais, qui écoutent tout, qui regardent tout. Donc on vous prévient, ça va arriver de manière imminente. Là, on a tout juste reçu les derniers designs sur quelques accessoires qui nous plaisent beaucoup. La prod est lancée. J'ai lancé la prod tout à l'heure d'un truc. Le petit carton qui fait le packaging d'un des produits qu'on adore, juste le carton d'emballage est trop stylé, il y a des petits logos un peu stylisés, un peu soviétiques, un peu machin. Le carton, il m'a hype, j'avais envie d'en faire plein de cartons, c'est une marque de carton en fait. Je suis content parce que certes on met du temps à faire les trucs, parfois on a des idées et puis du moment où on a l'idée au moment où elle se fait, ça met 2 ans et pendant 2 ans on a dit mais on est vraiment des idiots, pourquoi on fait pas plus vite les choses parce qu'on est que 2, tu vois. Ouais, c'est sûr on aimerait bien être plusieurs, mais faire vachement plus d'abonnés, vachement plus de vues pour garantir plus de sous à tout le monde. Quand on arrive à faire les trucs, et en fait c'est finalement en temps et heure, c'est bien fait quand on veut, quand on s'est bien fait quand on veut, c'est bien fait comme on veut en tout cas. Mais non, on est vraiment content du rendu, ça c'est vraiment chouette. On a combien d'articles? Je vais dire les articles obvious pour pas tout dévoiler, mais effectivement il y a du t-shirt, effectivement il y a du hoodie, il y a le truc un peu mystère qu'on aime beaucoup, il y a a priori un couvre-chef sans dire ce que c'est. Donc ça fait déjà 4 articles différents. Ouais, 4 articles différents, exactement. Pour la première capsule. Ouais, en fait, exactement. L'idée, c'est que c'est de la capsule. En gros, c'est une première collection. On commence avec ça. On a plein d'idées pour la suite. Ça va être vraiment cool. Mais j'ai pas trop envie de vous en parler là. Je pense qu'il y aura un quai-plan qui ira plus dans le détail, la profondeur. Pareil, parce que nous, on a découvert tout un univers de comment ça fonctionne, quels sont les intermédiaires, les entreprises, les prix aussi. Tu te fais plein d'idées sur plein de prix. Il y a des trucs qui coûtent cher, des trucs pas chers. Ça dépend des envois, des personnes. C'est tellement plus complexe d'ailleurs que le shop photo. Parce que le shop photo, on a juste un prestataire, un partenaire qui nous fait tout de A à Z. Et là, pour justement les fringues,
ils ont pas tous les mêmes catalogues quand tu veux des outils très spécifiques. Et nous, on voulait justement avoir des petits objets un peu stylés. Et là, dans cette première capsule, on a 7 objets un peu mystères qu'on aime bien. Et dans les prochaines capsules, on a plein d'idées au-delà du classique vêtement, des petits goodies vas-y, je balance l'idée parce que ça a déjà été fait, mais tu vois, sortir ma petite brosse d'escalade, mais plus intelligente que la brosse d'escalade, avec peut-être un grammage plus épais sur le fil pour typiquement, tu vois, quand tu fais du parcours, tu as envie de nettoyer ta zone de récep, tu as ta petite brosse, tu grimpes à un truc urbain un peu crado, tu as ta petite brosse, branded the road avec peut-être des trucs en plus qu'il faut qu'on imagine pour la pimper, mais j'aime bien détourner C'est enflammé, lui. Non, mais des objets très niches que tu ramènes dans tes disciplines. J'ai pas validé, moi, attention, je suis pas validé. On fera une brosse d'escalade stylée, vous inquiétez pas. Mes petits potes, en parlant d'un commentaire qui est pas mal revenu aussi, c'est « Je le savais, ils sont forcément du renseignement, ça se passe vraiment toujours trop bien, c'est sûr, je suis pas complotiste, mais... » Voilà. Et tellement de la DGSE que j'ai retiré mon pull entre 2 changements de caméra invisibles. Et mec, c'est un magicien, c'est un agent dormant parce qu'il a vraiment sommeil, quoi. J'ai très très sommeil. Ah là, mon gars, le sommeil, il est maximal. Et non, du coup, on aurait bien aimé. C'était franchement une vocation. Pour commencer ce chapitre-là, tu vois, j'avais commencé à 16 ans, j'avais fait une préparation militaire commando au premier RPIMA à Bayonne. Non, mais c'est vraiment, genre, mon but dans la vie quand j'avais 15 ans, c'était d'être commando. Jean Bombeur dans la vie à Bayonne. Non, mais c'était d'être commando. Je passais mon temps à courir, à faire du sport, à soulever des troncs, faire du parcours d'obstacles. Non, mais c'est une image d'entraînement, tu vois, c'était pas littéralement, mais... Le mec, c'est un nain dans la forêt de Brocéliande en train de soulever des troncs avec des faits magiques. De Brocéliande, attention, de Brocéliande. Mec, arrête de nous remixer des mots. D'ailleurs, on dit Starsky et Hutch, pas Starkey et Hutch, ok? J'ai jamais dit si ça. Dans la vidéo, tu dis t'arrêtes pas de dire Starkey et Hutch, voilà, engueulade en direct, c'est Starsky et Hutch. Et laisse-moi mon rêve d'être commando. Mince. Armen, Alors, TikTok. Lutte. Zut. Ouais, lutte, voilà. Toi, un mot approximatif pour toi. Et donc, après avoir soulevé des troncs en forêt de Brocéliande. Non, alors du coup, tout ça pour dire que je rêvais d'être commando et que j'ai fait ma petite préparation militaire et que ça s'est super bien passé, j'étais super bien noté, j'ai adoré la camaraderie. Putain, la savonnette dans la parler de soupape encore, merde. Non, mais c'est vrai que je trouve qu'il y avait une fraternité, une cohésion surtout le sergent torse nu. Esprit de groupe que tu retrouves pas forcément, tu vois, dans la vie civile ou dans les amitiés que tu vas nouer. Et du coup, outre le dépassement physique et le perspective, tu vois, genre d'aventure, ce qui m'avait fait un peu plus tard, parce que mes parents m'avaient dit allez, non, tu dois passer le bac d'abord, parce que je crois que tu peux t'engager genre un peu avant ta majorité. Mais mes parents m'avaient dit Major général, 17 ans, les légions. L'engagement, tu vois. Il m'avait dit non, passe le bac d'abord, donc j'avais passé le bac, ric-rac, et puis après j'avais eu d'autres idées, donc j'étais passé un peu à autre chose, mais franchement, si on m'avait laissé la possibilité à 16 ans, j'aurais signé, mais genre direct, tu vois. Moi, ce qui me fait juste rire, c'est le d'autres idées. Je repense à Sergi en slip à faire des vidéos pour Uppermost. Alors, c'est vrai que si on m'en parle, j'ai pas laissé passer cette opportunité, mais après, ne pas avoir poursuivi plus que ça dans cette voie, c'est vrai que j'ai passé 10 ans dès que je me faisais un peu chier dans ma vie, à me dire putain, mais je vais aller soulever des troncs, moi. Je vais aller m'inscrire au test de sélection pour aller faire les commandos. Là, j'en meurs d'envie, tu vois. Quand j'étais dans les bouchons sur le périph', ouh putain, je vais faire les commandos, tout le monde m'a gavé. Non. Et du coup, pour dire, tu vois, c'est un peu ce regret-là. Commando, service, action, DGSE, renseignement, c'est un peu un milieu qui peut être proche, mais en tout cas, moi, c'était vraiment, tu vois, genre, quelque chose que j'aurais adoré faire. Et heureusement, à travers ce qu'on fait, à travers, tu vois, l'amitié qu'on a développée, je retrouve un peu enfin, genre, l'esprit qui m'avait plu originellement, avec beaucoup plus de liberté, tu vois. Sûr, ouais. Donc, maintenant, je regrette rien. Avant, je regrettais un peu de ne pas avoir poursuivi, tu vois. Mais du coup, tout ça pour dire... Et parler de ces carrières ratées, on a aussi failli être pompier volontaire. Ouais. Et en fait, ce qui s'était passé, c'était qu'à l'époque, on était juste après le bac, se chercher un peu professionnellement, sans savoir trop comment générer... C'était quand je suis revenu sur Paris, ça. Tu commençais... Ouais, tu t'étais réinscrit en licence d'histoire. Non, j'étais déjà sur Paris, parce que j'habitais à La Selle, non ? Parce qu'on y allait, tu y allais avec ton scooter. Moi, j'y allais, j'imaginais avec la voiture de ma grand-mère à cette époque-là. Ouais. Donc ça veut dire que, donc moi j'avais fait ma prépa. Ta Clio verte là. Ouais. En fait, moi c'est ça, c'est que quand je faisais ma prépa maths à Avignon, t'as un mec qui en milieu d'année s'est barré parce qu'il y a beaucoup d'abandons. En fait, tu commences à 36, tu finis à 28. Et le gars était parti.
Et il avait fait du coup une formation de pompier volontaire à Avignon. Et alors je sais plus si le tarif que j'avance il est fantasmé ou si c'était le vrai tarif, mais il disait t'es payé pour être formé et devenir pompier. Et t'es payé genre 2000 €, tu vois, ce qui était une montagne d'argent à cette époque-là. Et moi, en entendant ça, je fais, ok, j'ai entendu, je finis la prépa parce que vas-y, je vais au bout. C'est sûr que quand tu passes de 0 à 2000, ça fait un sacré upgrade, tu vois. C'est sûr. Mais et donc, c'est vrai que le truc, nous, on se disait, attends, payer pour se forger un physique de bûcheron à soulever des trous en forêt d'Elancourt, parce que ça devait être dans cette... Dans ce coin-là, dans le 78, ouais. Dans ce coin-là, par là-bas, on a grandi. Et donc, on s'était dit, effectivement, pompier volontaire, ça laisse un peu de temps pour les projets. Et ben chic, on va aller faire ça va être nickelos. En fait, c'est le jackpot dans la tête parce que t'es payé 2000 balles pour avoir une formation stylée. Grave. Ensuite, tu fais tes gardes de temps en temps et t'es payé pour faire tes gardes. Et en fait, moi... Et le reste du temps, tu fais tes projets vidéo où, pour l'instant, on gagnait pas notre vie avec, quoi. Bah, tu vois, pompier, c'était aussi une des vocations que j'aurais adoré, tu vois... Pour choper des meufs. Pour suivre, non, vraiment avec l'envie d'apporter quelque chose aux gens, tu vois, le côté un peu militaire, groupe, tu vois, action aussi, mais sans le délire de, in fine, tu vas quand même tuer des gens, tu vois. Genre, là, c'est l'inverse, ouais. Voilà, quand t'es commando, c'est vrai que enfin, ça dépend, j'imagine, des services, mais tu peux être amené quand même à... Voilà, la finalité, ça peut être ça. Peut-être dans des enjeux qui te dépassent, peut-être dans des trucs où, de base, de toi-même, tu serais pas allé. Donc finalement, pompier, moi, ça a coché pas mal de cases de action, mais dans un truc cool où t'es vraiment sur des actions concrètes qui apportent des choses aux gens, tu vois. Du coup, j'étais ultra chaud pour le bidule. Je crois que c'est toi qui avais trouvé la caserne, parce que je me rappelle pas m'en être occupé. Non, mais je m'étais déterre, je m'y étais pointé, j'avais pris rendez-vous pour les sélections, et donc je me note bien, ça c'est vraiment le plus gros échec de ma vie, parce que je me note bien la date des sélections. On y est allé ensemble déjà pour parler avec le type, pour justement avoir la date de quand est-ce qu'il faut venir faire les tests physiques, les tractions, donc les machins. On avait été 2 à voir la date. Ouais, mais moi je l'ai pas noté du tout. Tu l'as pas noté? Moi j'ai noté parce que de nous deux j'étais celui qui notait les trucs. Ouais. Encore un peu maintenant d'ailleurs. Bon, un peu maintenant. Poum, engueulade. Et du coup, le jour venu, on se pointe au test de sélection et le mec nous dit droit dans les yeux. Alors on avait tout fait, le petit dossier, les pages photocopiées et tout, tu vois, en sachant que moi j'avais souffert un peu dans cette campagne qui est par ailleurs incroyable pour grandir, mais j'avais souffert un peu de ce côté très immobile des choses, où t'es loin de Paname, où t'as l'impression qu'il n'y a rien qui se passe, où t'as l'impression que t'es un peu coupé de tout, où les transports c'est vraiment très dur. Je m'étais dit, c'était vraiment une perspective de, il va y avoir un peu de changement dans ce truc-là, tu vois, une mouvance un peu plus positive. On se pointe aux sélections, mec. Et le mec nous dit, mais les gars, c'était il y a une semaine, quoi. Qu'est-ce que vous faites là, les branleurs? Rentrez chez vous, vous avez noté, vous étiez pas là. Les gars, vous avez une semaine de retard, quoi. On appelle les pompiers, c'est maintenant, c'est pas dans une semaine, quoi, tu vois. C'est un peu ça. Clair. Et ouais, ça, c'est un gros échec. Mais... Par ailleurs, du coup, ça veut dire qu'on est passé à une semaine, finalement, d'être pompier. On aurait sûrement kiffé le truc, parce qu'on aime faire les choses bien, donc peut-être qu'on aurait fait carrière là-bas. Mais après, je pense qu'on n'aurait jamais eu cette vie, parce que, en fait, t'étais un peu attaché à ta caserne, donc on aurait été vachement... Je pense qu'on se rendait pas compte aussi de l'implication de y être quand même un peu tous les 2-3 jours, en fonction des gardes et tout. Ouais. Donc ça aurait mis à mal plein de projets perso qu'on a lancés, qui à terme, comme on l'explique toujours... Tu fais des projets un peu rincés entre potes, t'as pas d'argent, c'est pas grave, fais tes projets. Ça te fait un projet dans ton catalogue, puis t'en fais un deuxième, et en fait, de fil en aiguille, tes projets sont de plus en plus stylés, ton catalogue est de plus en plus épais, et c'est comme ça qu'après, tu factures à des gens, et tu factures de plus en plus cher, etc. Et je pense qu'on n'aurait jamais pu déjà mettre autant de temps dans nos vidéos perso pour j'allais dire crafter comme un jeu vidéo, mais peut-être t'entraînes ton art, tu t'entraînes à filmer, à réaliser, à faire passer l'émotion de tes vidéos, ce genre de choses. Aiguiser ta lame. Donc on n'aurait jamais eu le temps de faire tout ça, et il y a plein de projets qu'on n'aurait pas pu mener avec la contrainte d'avoir des gardes, de faire du présentiel finalement dans ce truc-là. Je pense que dans la vie, dans tous les cas, il faut embrasser une situation à laquelle tu peux rien. Tu vois, genre clairement, ce truc-là, voilà, c'était une opportunité loupée. Et il faut toujours tirer le meilleur parti. Peut-être ça pourra aider certaines personnes. C'est très présomptueux peut-être de ma part de penser ça, mais en gros, moi, devant une situation d'échec ou d'échec imminent, tu vois, j'essaie d'envisager un peu tous les possibles. Tu vas me dire, ok, option numéro 1, ça se passe bien. Tu vois. Ou alors, option numéro 2, ça se passe mal. Est-ce que je suis ok avec l'option numéro 2? Comment est-ce que je peux faire que la situation pourrie, elle devienne bien et cool et presque à mon avantage au point qu'elle me plaise? Les deux options, elles sont cool. Tu vois. Et en fait, c'était un peu pareil, par exemple, avec
se lancer dans la vie avec une profession qui paraît pas forcément très stable, d'aller faire du parcours, tu vois, parce qu'au début c'était vraiment ça, on s'est dit tiens, on aimerait bien vivre du parcours, on aimerait bien vivre de la vidéo, et du coup moi je me suis dit ok, qu'est-ce qu'il me faut réellement dans la vie pour être heureux ? Bon alors ça marche bien, j'ai des thunes, je peux faire mes projets, c'est cool, hein, tu vois, c'est l'option bien et l'option mal, ok ça marche pas, mais qu'est-ce qu'il me faut dans la vie juste pour être heureux ? Bah ok, je kiffe faire du parcours. Faire du parcours, il me faut une paire de baskets à 15 balles à Decathlon, le produit bleu, il marchait top à l'époque, tu vois. Ouais, bien sûr. Et bah voilà, 15 balles, je suis heureux. Bah je pense que 15 balles, je pourrais les trouver. Et bah paf. Envisager toutes les options et être en phase avec toutes et avoir des plans pour chaque, ça te donne une sorte de sérénité d'aborder la vie avec, bon, au pire du pire, et bah c'est cool aussi. Mais j'ai l'impression qu'aussi, il y a des espèces d'actes ratés dans ta vie malgré toi, Ouais. où genre c'était pas ta destinée. Ouais. Parce que quand le mec nous arrive droit en disant mais bande de gros branleurs de merde, là c'était il y a une semaine les sélections, malgré les faits de la déterre, de faire tous les paplards, de se rendre disponible, de y aller, c'était galère et tout, j'étais presque soulagé quelque part, où tu sais, j'ai pas souvenir d'être triste en me disant Moi non plus. putain Paul, c'est abusé, on s'est gouré, tout s'effondre. Moi, je me sentais mal par rapport à toi parce que c'était moi qui ai noté la date. Mais par contre, moi, j'ai noté la date avec une certitude de. Moi, Mais je me rappelle qu'on a eu cette discussion quelques semaines après, où on s'est dit, ça se trouve, c'est le mec qui s'est trompé en nous donnant la date parce que t'étais vraiment sûr de toi sur la date notée. Jamais j'aurais noté un truc faux alors que le mec venait de me le dire et c'était tellement un truc que je voulais faire. Autant je peux être un peu tête en l'air pour les trucs qui me saoulent, tu vois, mais autant un truc que je kiffe vraiment, jamais j'aurais noté une mauvaise date, tu vois. J'en suis sûr. Enfin, c'est le destin et peut-être que ce mec, il se rappelle de nous et il se dit ah ben, c'est grâce à moi qu'ils font les vidéos. Enfin, Pourquoi tu parles comme le père Fouras? je sais pas. Et donc dans toute cette période justement, avant qu'on sache exactement ce qu'on veut faire, qu'on puisse commencer à vivre et de la vidéo ou du parcours, on a envisagé un peu toutes les possibilités et justement, comme on vous l'a dit, il y a une période où on a pu mixer les deux disciplines et plus tard ça a donné la chaîne YouTube aussi. Mais avant ça, on travaillait un petit peu dans la vidéo, on travaillait un petit peu dans le parcours et justement dans le parcours, c'était soit des shows, des initiations, mais c'était un peu décousu, c'était pas tout le temps. Et il y avait le fameux mannequinat sportif. Donc en gros, t'es mannequin mais sport, donc c'est-à-dire que tu portes des fringues, tu fais des figures, tu fais des trucs comme ça. Et suite au premier Ninja Warrior, la saison 1, on avait rencontré un gars et j'ai oublié son nom et j'en suis désolé pour lui, mais qui est mannequin. Steve ? Non, je crois pas. Stéphane. Stéphane, un truc comme ça. Bon, pour les gossips et les potins, c'est le mec, je crois que c'est toujours le mec, d'ailleurs ils sont toujours ensemble, c'est le mec de la fille de Leboeuf, Jade Leboeuf. Non. La meuf, c'était Jade Leboeuf, je crois. Je sais pas. Mais Leboeuf, du coup, le joueur de foot de 1998 qui a gagné la Coupe du Monde et tout. Franck Leboeuf ? Non. Si, peut-être. Il était portugais, lui. Ah ouais ? Pas Franck. Steph. Ah, Steph. Ah oui, Steph Rodriguez. Steph Rodriguez. Et ouais. On a retrouvé son nom, c'est bon. Steph, très bon. Et donc, du coup, ce gars-là est mannequin. Et plutôt beau gosse d'ailleurs. Enfin, en tout cas, moi à l'époque, je me disais, le mec, il a la classe et tout. Ouais, franchement. Il y a des tatouages avant que ce soit. Tout le monde a des tatouages. Il avait des tatouages un peu stylés, machin. Minimaliste et tout. Tu vois, et lui, il nous parlait de LA. Et mais c'était en fait, on l'avait rencontré à Ninja Warrior. On avait bien accroché. Il était très sympa. Et c'est vrai qu'il te racontait sa vie parallèle des gens de la haute sphère qui ont de la thune et qui font des trucs stylés. Si tu veux, pour moi, Los Angeles, ça me paraît, mais à cette époque-là, inaccessible, tu vois. Ça me fait penser à Hollywood, ça me fait penser à tous les films qu'on a vus. Je pense que c'est un univers parallèle qui n'est genre pas pour WAM, tu vois. Et du coup, rencontrer ce mec-là qui dit mec, viens à LA et tout est facile là-bas et tout. Et il parle un peu comme ça. Tout est facile, ouais. Et en fait, ça se trouve pas du tout, on a un souvenir erroné, mais c'est très rigolo, j'aime beaucoup. Et en fait, si c'était pour moi aussi, si je plaquais tout et je partais faire du mannequinat, n'importe quoi, mais à LA. Ça, c'est marrant parce que dans la vie, il y a plein de manières d'arriver au même résultat. Si ton but, c'est d'être à LA, tu peux tout de suite prendre un billet pour LA, y arriver sans le sou, et puis et en plus, à l'époque, c'était pas si cher. Enfin, maintenant, je crois que pour aller aux États-Unis ou quoi, c'est devenu hors de prix, mais je crois qu'un aller simple LA, en t'y prenant l'avance, t'en avais pour 300 balles, 250, 300. Enfin, je veux dire, tu fais de l'intérim, tu peux les mettre de côté si tu vis vraiment minimaliste. Ouais, bien sûr. Et donc, en fait, c'est toujours l'idée de tu peux y aller, genre, ok, ton but c'est d'être à LA et d'aller faire carrière là-bas, fondamentalement, genre, tu peux le faire. Mais tu peux aussi dire, ok, je construis ma carrière ici, et quand j'irai à LA, ce sera par la grande porte. Et enfin, parenthèse. Mais du coup, c'est vrai qu'il nous parle de Los Angeles, mais après, il nous parle d'un truc encore mieux. Mieux, ouais. Il nous parle de l'Afrique du Sud. Et là, Cape Town. Et là, on l'écoute parler. Ah ouais, Cape Town, machin. Mais en fait, c'est sacrément loin et sacrément stylé. Ouais, Table Mountain et tout. Oh là là. Mais en fait, ce qui était trop drôle avec ce gars, c'est que Cape Town et l'Afrique du Sud, c'était
c'était le truc qui allait devenir hype pour le côté mannequinat. Mais lui, c'était vraiment du mannequinat tradi. Enfin, le mec était super beau gosse et tout. Et genre, tu sais, il t'en parlait. Et de la manière dont il en parlait, t'étais en mode c'est le LA de dans 5 ans. Donc si j'y vais maintenant, je suis au moment où c'est en train de se créer et je vais grandir avec le truc. Et en plus, je sais plus comment il parlait, mais tu sais, il arrivait à nous donner un peu la flamme de non mais les gars, vous êtes super beaux gosses et tout, avec tout ce que vous faites, ça va être trop facile pour vous. Et tel mec qui nous sauçait de ouf. Et franchement, il y a un moment quand on était à Cergy, je me rappelle qu'on avait parlé pour de vrai de. Il y avait des actions un Cap Town, c'est pas possible. Ouais, on était en mode putain ouais, en fait, il faut vraiment y aller. Moi, j'ai un souvenir d'en parler, je crois, à mes parents de ouais, il y a peut-être enfin pas forcément mannequin, mais de juste peut-être c'est le moment de déménager pour tenter un truc de carrière. Je me rappelle qu'on avait parlé, ouais, et j'étais en mode ouais, grave chaud pour aller en Afrique du Sud. Ouais. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé cette fois pour qu'on le fasse pas? Mais je crois que c'était juste hors de prix qu'on avait zéro thune et puis finalement on faisait nos petits projets à Paris, puis ça commençait tranquillement à prendre. Mais moi je sais que je crois un peu après. En vrai je crois que c'est pas les couilles en vrai, parce que c'était trop genre. En fait c'est le côté. C'était too big. En fait, mais après ça aurait été tout soon aussi. Je pense qu'on se serait juste pété les dents à aller à Cape Town. Bon, et en vrai, moi je trouve qu'on a eu, en tout cas pour moi je l'ai ressenti comme ça. J'ai réussi à m'assumer que un peu plus tard par rapport à cette période-là, j'étais encore un peu genre pas serein sur mon identité visuelle. Suis-je dégueulasse ou à peu près ok? Enfin bref, pour dire que tu vois, j'étais pas à l'aise avec mon corps et ce à quoi je ressemblais. Maintenant, j'en ai plus rien à foutre, mais c'est encore une chose. Le mec chie devant les riches au Portugal, il n'y a plus aucun problème. Non, attends, j'ai jamais raconté ça en vidéo. Mais si, il est dans le podcast numéro 3-4 ou je sais pas combien. Très bien. Non, très bien. Bref, parce que si je vous ai pas dit. Tout ça pour dire que je pense qu'aussi on l'a pas fait parce que c'était peut-être pas le bon timing, mais que quelqu'un qui voudrait se réinventer tu vois, genre si ton rêve c'est ça, en fait genre go for it. Ou alors tu peux aussi dire je vais essayer de jouer un peu avec les cartes que j'ai en main pour essayer de le faire smart. Tu peux jusque boutiste tout de suite, ou tu vois, c'est des manières stratégiques de jouer ou pas. Et je pense qu'il faut vraiment voir ça comme ça, tu vois. Tant que in fine tu y arrives, bah, tu vois, il n'y a pas une meilleure manière qu'une autre ou quoi. Ouais, c'est sûr. Les vies ratées de Clem et Paul. Et je crois que ce qui nous a... Des vies parallèles, ouais. Des vies parallèles, ouais. De toute façon, il y a des univers où on est à Cape Town. Là, en ce moment, on fait peut-être un podcast, mais qui s'appelle différemment. Investir et réussir. Les mecs, ils ont cartonné dans le mannequinat en 2014 et... Très très bon. Et ils ont mis des hard assets et des crypto assets de côté. Ouais. Non, du coup, je crois que juste après un peu, il y a eu le taf pour Armani à Lisbonne, moi qui m'a un peu lancé dans le mannequinat international. Voilà, depuis. Non, j'avais pris 10 000 boulasses, je crois, pour ce truc-là, qui à l'époque était une fortunasse, qui était partiellement partie dans le tournage d'Explore aussi. Ouais, une grosse partie. Je me rappelle que Explore, on a fumé toutes nos économies de la vente des tableaux de la première expo. Ouais, un bout de ce truc-là pour acheter la voiture. Ouais. Et moi, j'avais un peu moins d'économie, mais j'avais acheté pareil la 7S numéro 2 qui venait de sortir. Qu'on s'est fait voler. Enfin bref, tu vois, la vie, c'est des échanges de force. Parfois, tu perds des trucs, tu gagnes des trucs, faut le voir comme ça. Ah si, un jour, je t'ai appelé, mais c'était quand t'étais encore à Avignon, qu'on était à distance. C'est mignon, ça fait relation, tu sais. Je t'ai appelé un jour, j'étais à l'entraînement, et à l'époque, j'étais très amoureux de ma copine qui était infirmière, et du coup, elle m'avait un peu influencé en mode faire un truc de santé, c'est cool. Puis après, avec la vocation des pompiers ratés, tu vois, je me rachetais un peu une conscience, et du coup, je m'étais dit que kiné, c'était cool. Et je crois que je me rappelle, mais t'en as aucun souvenir, tu m'as dit, je t'ai appelé, je t'ai dit, mec, il faut qu'on fasse kiné, ça a l'air hyper cool. En vrai, moi, je pense que ça aurait pu me plaire comme métier. Tu trouves des cabinets à droite à gauche, les banques te prêtent facilement de l'argent pour ouvrir des cabs et pour, je sais pas, tu soignes des gens, ça sent toujours bon chez eux, tu vois, je sais pas, il y a un truc cool. Récemment, je t'ai aussi appelé, je t'ai dit, mec, il faut qu'on devienne pilote d'avion. Ah oui, bah ça c'était il y a un mois, ça. C'était il y a pas longtemps. Mais parce que j'ai rencontré un pote pilote d'avion en faisant du speed flying qui m'a surchauffé pour devenir pilote d'avion. Et c'est vrai que je me suis dit, mais quelle bonne idée. Mais genre pilote de petit avion ou pilote genre Air France de gros transporteurs Alors moi, ce qui me ferait kiffer dans la vie, ce serait pilote de bushplane. Tu sais, c'est les avions qui se posent dans les lignes de rivière en Alaska, qui vont faire le refill des genres bases un peu du père. Il te faut juste une licence de pilote commercial pour aller faire ça. Et apparemment, bon, tu vois, genre, je balance ça, mais apparemment, il y a du taf. J'en sais rien en vrai. Je vais envoyer genre 10 000 personnes faire ça. Ils vont tous se retrouver au fin fond de l'Alaska dans la rivière. Putain, il n'y a personne. Non, je rigole. Là, les gars, c'est à Touchkoulou que ça se passe. C'est en Canada du Nord. C'est soit un truc super sexuel, soit un truc inuit perdu des forêts. Mec, il va les ravitailler 3 hangars en tôle. Je suis sûr qu'il y a un bled inuit au nord du Canada qui s'appelle comme ça, c'est sûr. Non, après, j'avoue, c'est stylé, mais
Mais pour moi, c'est une autre vie. C'est plus à partir de 40 ans que tu fais ça. Tu sais, c'est un peu une deuxième vie différente. Ouais, une petite reconversion. Non, mais je pense qu'on a encore grave des trucs à exprimer sur YouTube avant d'aller faire pilote de bouche pleine. Touche coulou, là. Mais je crois que ça coûte cher par contre. Ouais, je crois, je sais c'est pas 100 000 balles. 50, 70, 80 000 balles, je sais, 1000 balles. Mais apparemment, tu les rembourses vite, de ce que j'entends, mais après, c'est que des non, ondits, Par exemple, c'est un truc que j'aurais aimé faire après le bac. J'ai fait un bac S, donc j'aurais pu, tu vois. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais un pote qui faisait ça. Je crois que c'est un truc en 3 ans, parce que tu fais une année de prépa et 2 années de machin. Et 3 ans, t'es sur le marché. Bon, je crois certes, t'es copilote au début, mais t'es dans un avion en train de faire ton taf, plus ou moins. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'est un truc qui m'avait paru inaccessible, parce que ce pote-là était un peu tuné. J'avais vraiment pas de thune à l'époque. Et du coup, tu vois, genre, tout ce qui était post-bac, moi, c'était vraiment sur un critère financier de bon, c'est gratuit ou pas. C'est la fac, c'est gratuit, on y va, quoi. Donc pour moi, l'école de pilotage d'avion, c'était un peu un truc. Après, il me semble que souvent, en fait, tu te fais recruter par les compagnies aériennes qui te payent ta formation. Je voulais du coup dire ça à tous ceux qui tu vois, qui disaient ah putain, c'est vrai que pilote de bouche pleine et touche coulou. J'avais jamais pensé. Non, mais du coup, pour dire qu'effectivement, je crois que ça s'appelle les cadets d'Air France. Et effectivement, quand on a un parcours un peu classique de post-bac, tu peux te faire financer une partie de ta formation. Voilà. Et je crois qu'il y a pas mal de trucs de reconversion professionnelle aussi après. De ce que je lisais un peu, parce que j'ai commencé à m'enseigner quand même. Moi, pareil, j'adore évoquer plein d'options, tu vois, avoir en tête plein d'options. Et du coup, tu vois, genre si d'un coup, c'est une option d'être pilote d'avion, ben je vais regarder, je vais me renseigner, est-ce que c'est une bonne idée, machin, tu vois. De ce que j'avais vu et compris, c'est que comme la formation elle coûte cher, ça se trouve on va avoir des mecs en commentaire, mais pas du tout, arrêtez. Non, bref, que comme la formation coûte cher, si tu fais ça en fin de carrière, ce sera peut-être un peu plus compliqué que si tu as fait ça en milieu de carrière, entre guillemets, tu vois, où tu as encore quelques belles années devant toi pour avoir la pêche. Parce que je crois que c'est quand même fatigant comme taf. Mais bon, après, alors ça, c'est vraiment, moi je me suis renseigné à échelle 0, donc n'hésitez pas à approfondir ces débuts de connaissances. Parce que moi, j'en étais resté sur le bouche-pleine et touche coulou. Donc, autant vous dire que bon. Non, voilà. Et ainsi, une fois, je t'ai appelé et je t'ai dit, mec, je vais acheter un bateau. Et... Putain, il y avait ça aussi. Ça, c'était avant. Ça, c'était quand on était encore à Paris. C'était il y a 5 ans, je pense. Est-ce que j'ai le monopole des idées à la con ici ou pas ? Ouais, après, ce qui est cool, c'est que tu vas pas plus loin que juste gratter le dessus. Donc, tu t'engages pas trop dans les trucs galères. Mais ouais, j'ai vraiment souvenir de cet appel. Je sais plus ce que tu me sors. T'es passé la nuit en recherche Google où t'avais tout approfondi. Trouver des voiliers, des péniches, mec. Tu m'as dit, oh putain, mec, en fait, je vais acheter un bateau. Parce que quand tu te mets sur le port de je sais pas quoi à Paris, tu payes que 100 € la journée. Non, et en fait, ramener au mois, c'est moins cher qu'un loyer à Paris. Mais je crois que c'était. En fait, je crois que tu payes ça, genre ton mouillage à Paname. Le mouillage, je crois que c'était 500 balles par mois. Ouais, tu m'as sorti un truc comme ça. Et mec, le reste de l'année, je suis sur la mer. Et puis en plus, je peux avoir une péniche de 60 mètres carrés. Et puis, du coup, sur la mer avec ta péniche, tu vas pas aller bien loin. Ça devait pas être trop ça que je t'avais dit. Mais non, un voilier, tu m'as sorti. Ouais, mais en fait, c'est vrai que le truc, finalement, en fait. Après, pareil, j'y connais rien, donc je m'étais arrêté là. Mais c'est vrai qu'en fait, cette idée de me dire, putain, en fait, t'es à Paname, mais t'as une super vue. Après, je crois qu'il y a des listes d'attente de ouf. Il faut juste être un peu OK avec l'humidité et ton habitation qui monte et qui descend au gré des saisons. Mais je m'étais dit, putain, c'est un bail de ouf parce qu'en plus, j'étais dans un appart qui était, tu vois, genre un peu un appart dortoir. Il y avait que dalle, c'était un peu mort. C'était vraiment un truc où je résidence étudiante. Je passais mon temps à taffer là-bas. Donc, si tu veux, c'était une perspective un peu excitante d'avoir un logement original. Et c'est vrai que moi, j'ai un problème un peu avec les tu vois, genre faire les trucs dans l'ordre. Typiquement, passer mon permis voiture avant le moto, c'était pas pour moi. Fallait que je fasse le moto avant le voiture, tu vois. Et en fait, toute ma vie était un peu dictée par faire les trucs dans le désordre. Mais cool, on y arrive à force. À force. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu un peu du mal à respecter le plan établi, tu vois. Peut-être pour ça que j'ai noté la mauvaise date. Mais je dois vous avouer un truc. J'ai le démon. J'ai le gros démon. Alors ça va être une update un peu sur le projet Dakar parce que là ça avance bien. 2025 s'annonce, mais on peut pas crier parce que ça fait saturer les micros. Oui, mais non, mais ça s'annonce incroyable, tu vois. Bon, j'imagine que c'est. Oui, d'ailleurs on les a pas tenus au courant sur les compétitions qui devraient plus ou moins être 100% validé. Ah non, mais il faut que ce soit validé. En fait, on en attend du championnat du monde des rallyes 2025. Ça sonne incroyable de dire ça, putain. Si j'avais pu penser qu'il y a quelques années, on serait sur quelques manches du championnat du monde des rallyes, tu vois. Alors que si t'avais fait pilote d'avion à Tukoulou, là, peut-être t'aurais fait le championnat du monde de speed riding. J'aurais fait des trucs à Tukoulou, en tout cas. Non, du coup, tout ça pour dire que le projet Dakar se profile très bien, mais qu'en tout cas, on parlait du calendrier 2024, parce que celui-là, a priori, on le connaît. On avait 2 courses de Bara à faire
à la fin d'année. Donc la Barra de Charleston, frontière Espagne-Portugal. De toute façon, au Portugal, il n'y a qu'une frontière, c'est la frontière espagnole-Portugal. Hein. On va pas t'en inventer d'autres, mon copain. Parce que du coup, c'était au sud-est par rapport à Lisbonne, à la frontière espagnole. Voilà. Et donc, c'était une course de Barra. Donc, c'est des courses qui sont très rapides, un peu format rallye. L'idée, c'est tu pars sur une spéciale de 200 bornes, tu dois être le plus rapide. Donc, c'est gaz à fond, mon copain. Au max. Mais à fond. T'es sur une épreuve qui dure genre 3 heures. 3 heures et donc, c'est en fait dur pour le cerveau. Même, je trouve que c'est plus dur pour le cerveau que pour le corps finalement, par rapport aux compètes d'enduro qu'on connaît aussi. Parce que tu dois être super concentré parce que quand tu vas à 130, 140, en fait, les virages, ils t'arrivent dessus, mais t'as intérêt à être réveillé, tu vois ce que je veux dire. Et donc, c'est vraiment fatigant pour l'esprit. Ce truc-là, c'est bien passé. C'est très bien passé pour toi également. Ouais. Bah déjà, juste pour le format, il faut vous dire qu'il y a, on va dire, 3 courses dans une seule. Le premier jour, on appelle ça le prologue. C'est une sorte de mini-course de 30 km par rapport aux 200 qu'on fait sur les 2 jours suivants. Et cette mini-course, faut le prendre comme un sprint. Faut tout donner sur un temps très court. Et en fait, le classement de ce fameux prologue, c'est l'ordre de départ, en fait, c'est du lendemain qui est la pseudo vraie course, entre guillemets. Ce qui fait que si tu arrives 5e au prologue, et bah, tu démarreras 5e le jour suivant. Et pourquoi c'est intéressant de partir tôt dans le classement? Parce qu'en fait, souvent, c'est des endroits qui sont plutôt secs au Portugal. Donc, tu as énormément de poussière. Et le fait d'être dans les premiers, etc., tu as la route qui est moins défoncée. Tu as moins de gars devant toi qui t'envoient de la poussière. Enfin, tu as quelques avantages. Et ensuite, tu fais ta course le lendemain, 200 km. Et ensuite, le surlendemain, encore, tu es plus ou moins 200 km. En fait, tu veux surtout, au prologue, arriver à faire un temps qui est cohérent par rapport à ce que tu vas pouvoir produire sur les jours d'après. Parce qu'en fait, si tu as fait de la merde sur le prologue, tu vas partir en dessous, donc tu vas naturellement rattraper tout le monde, donc tu vas prendre la poussière, donc tu vas perdre du temps. Donc finalement, in fine, par rapport à quelqu'un qui sera parti devant et qui aura roulé sans poussière, tu auras un moins bon temps. Parce que si tu veux, le mec devant toi, il part 1 minute avant, donc s'il y a une grosse différence de rythme, tu as vite fait de le rattraper. Ouais, ça va vite. Et moi, dans le prologue, j'étais chaud et j'étais tellement en mode je vais tous les fumer que genre, j'étais tellement excité du gaz qu'il y a un panneau que j'ai mal interprété et au lieu de m'arrêter, j'ai fait OK, on y va. Et j'ai mis à fond. Cette idiotie m'a quand même coûté 3 minutes de pénalité. Ouais. Donc, dans un classement, tu vois, où il y a genre 10-15 secondes d'écart entre chacun parce qu'on est sur le prologue. Ouais, 3 minutes, tu perds rapidement 8 places sur le classement. Ouais. Ce qui est beaucoup. Ouais. Donc, je suis parti derrière toi. Ouais. Spécial. Carrément. Parce que en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a aussi des panneaux, des règles où c'est pas juste tu vas tout droit. Le principe d'une Barra, c'est que toutes les routes sont verrouillées pour toi. Donc tu as la police quand il y a des routes officielles qui ferment la circulation pour que toi tu puisses y aller. Et en fait, ce qui est vraiment chouette par rapport à l'entraînement, au-delà d'être dans un délire compétition, donc forcément tu donnes plus qu'à l'entraînement, c'est que à l'entraînement tu peux jamais rouler au maximum de ta vitesse parce que tu dois en garder sous le pied si jamais il y a un passant, un cycliste, un motard moins rapide, etc. Alors que là, vu que toute la piste est verrouillé pour toi pour la compétition, tu peux aller au max du max de la vitesse. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et tu as des panneaux et des obligations de t'arrêter. Et parfois, pour des raisons X ou Y, tu as des zones avec des panneaux qui te disent pendant 30 secondes, pendant 1 minute, t'es à l'arrêt total et t'as pas le droit d'avancer. Et c'est ce panneau-là que toi t'as grillé au prologue et qui t'a coûté la pénalité. Non mais c'est traître parce qu'il y a des zones où c'est la route mais tu vas à fond parce qu'il y a un flic devant et il te fait signe de passer, il n'y a pas de panneau où tu dois t'arrêter en termes de limite de vitesse. Donc là tu dois y aller à fond. Donc t'es sur la route pareil 140, fond peut-être dans le guidon. Et il y a des moments, des endroits où il y a un panneau effectivement début de zone avec limite de vitesse, donc tu passes de 140 à 30. Donc autant te dire que tu dois être réactif, assez réactif, tu vois, pour pas te prendre une pénalité. Ils sont durs sur les pénalités. Et ouais, dites-vous, alors on n'est pas comme la Formule 1 où ça se joue sur les centièmes, mais quand même. Entre tous les concurrents d'un même niveau, on est entre 25 secondes et 50 secondes d'écart par place dans le classement. Donc dès que tu as du 1 minute, du 3 minutes de pénalité, tu dégringoles. Il y a un mec qui s'est pris 35 minutes de pénalité, je crois, à un moment donné. Oui, c'était fin de spécial. Lui, sa course, je sais pas pourquoi il s'est pris 35 minutes. Ah si, il a roulé en contresens dans la zone de là où tu fais le plein. Ouais, donc c'est vraiment un truc, tu vois... En fait, de rouler à contresens, évidemment, pour des raisons logiques de sécurité, il faut jamais le faire. Dans le ravito, j'avoue que c'est dur parce que
que tout le monde roule au pas, il a dû juste rater son emplacement et il a fait demi-tour. Faire demi-tour, paf, 35 minutes, ta course elle est finie. Bah là, ça sert même plus à rien de faire la compétition. 35 minutes, tu passes de 8e à 27e, quoi. C'est instant. Et en fait, j'avoue que, tu vois, moi, j'ai jamais été compétitif. Du coup, les classements, je m'en foutais un peu. Et en fait, là, c'est la première fois de ma vie où je m'éclate en compétition. Parce que j'ai toujours eu un peu ce côté, j'ai pas envie de me comparer parce que je suis nul. Et du coup, pas faire de compète, ça m'allait bien. Tu vois, le parcours, c'est pas compétitif. Au contraire, c'est pour tu vois, j'aime bien les compètes parce que je sais que ça me met dans un état mental, un état physique que jamais je pourrais atteindre à l'entraînement. Moi, ça me stressait trop. Et moi, coup, ça m'aide à me me dépasser. Mes moyens. Mais là, c'est la première fois de ma life où je kiffe de ouf cet état de ok, il faut que je fasse le meilleur temps, le meilleur. Mais tu sais pourquoi t'as kiffé ? Vas-y, moi. Parce que pour le Dakar, il y a un nombre de points à atteindre pour avoir le droit de participer. N'importe qui ne peut pas faire le Dakar, il faut avoir des points et un dossier à présenter. C'est vrai. Et cette compétition compte, on croit, on n'est pas encore sûr, c'est un peu comme les pompiers, c'est à une semaine près, on ne sait pas vraiment. On va louper les inscriptions. Mais même si elle rapporte pas beaucoup de points, elle rapporte quand même un peu de points. Et même au-delà des points, c'est plus pour arriver avec le jour J du Dakar avec un dossier super épais, comme on vous disait, les projets plus t'en fais, plus c'est stylé. Vaut mieux avoir un dossier bien épais où tu prouves que tu as fait 5, 6, 7, 10 compétitions nationales, parce que du coup nous on fait le championnat entre guillemets national portugais. D'ailleurs je sais qu'en story il y a des gens qui disaient vous avez changé de nationalité, parce que sur les classements il y a un drapeau portugais à côté de nous. C'est juste parce que on a la licence moto portugaise pour faire les compétitions moto au Portugal en mode national. Ouais, parce que comme on est résident ici, enfin bref, c'est pour des histoires d'argent, parce que pour avoir le drapeau français il fallait avoir une licence moto française qu'on passe en international, donc qui coûte beaucoup plus cher pour pouvoir faire la compétition à la maison. Donc autant du coup, c'était moins. Oui, c'est ça, c'était juste moins cher d'avoir la licence nationale que d'avoir la licence internationale. Ouais, mais voilà, encore une histoire de thune. Toujours. C'est les basiques. Et pourquoi j'ai le démon ? Parce que vous pouvez dire, mais du coup, c'est génial. Pourquoi t'as le démon, Paul ? Évidemment, tout va bien. Fin de spécial. Tu vois. Donc, premier jour. Je vais pas me chercher des excuses. J'accepte totalement mon sort. C'est OK. Je suis OK avec ça, mec. D'accord ? Je suis OK. Déjà, pour remonter un peu dans le temps, donc là, on est premier jour de la spéciale, donc c'est le deuxième jour de compétition et c'est la première fois qu'on fait les 200 km. Et vu qu'au prologue, tu as eu cette pénalité, tu as commencé bien derrière moi, alors que j'ai fait un temps un peu moins bon que le tien hors pénalité au prologue. Et donc, déjà, tu m'as doublé au kilomètre 82 sur 200. Et je t'ai vu passer, j'étais en mode, bon, je me doutais que tu allais à un moment me dépasser parce que tu roules plus vite que moi. Je pensais te remonter beaucoup plus vite et du coup, je me suis dit, elle a quand même tartiné, j'ai toujours pas vu. J'ai tenu 82 km. Moi, j'ai le démon, que je voulais vraiment que tu me dépasses à la moitié, genre à 90-100, mais j'ai tenu que jusqu'à 80. Et moi je me disais, dis donc, il est quand même tartiné parce que j'ai mis du temps à l'attraper et puis j'ai mis du temps à bouffer les mecs devant moi et beaucoup de poussière, c'était pas évident. Bref, je te bouffe. On se retrouve au ravito, machin, cool parce que t'as des zones de tempo, donc on arrive quand même à se retrouver au ravito. C'est marrant, on fait chacun notre course et tout. Et là, c'est pas pour me trouver des excuses. Je suis à peu près, je pense au kilomètre, genre, il doit rester 40 bornes. Ouais, facile. Ouais. C'est 40 bornes avant l'arrivée, petit coup de mou. Et puis 2-3 erreurs, je perds un peu de temps dans un virage, sans arriver à mettre trop de vitesse. Et là, je me retourne parce que j'entendais un truc. Qui je vois derrière moi ? Un gros moustique blanc. Clem, avec les dents longues comme un clac, 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 clac. Oh putain, un mec a dépassé devant moi. Moi, je suis tellement surpris par cette vision de Clem que j'avais dépassé il y a quand même quelques temps. Je m'attendais tellement pas à te voir. Ouais. Je sors de la route. Et l'autre, il m'a même pas reconnu. Il a interprété ça comme ah bah sympa, le type devant moi, il me laisse passer. Et du coup, bam, il me fout sa poussière, il me trace devant. Et moi, j'étais tellement surpris que tu me doubles que à la fois, j'ai fait oh, c'est coquin. Et un truc de ouf, j'arrivais pas à te rattraper. Alors, je sais, alors, soit tu roulais extrêmement vite, soit je sais pas, tu vois, mais vraiment, je crois que il me manquait un influx nerveux, de la concentration, manque de lucidité, je sais pas, mais j'arrivais plus à te rattraper. Et ça me rendait ouf, mec. Ça me rendait, mais dingo. À un point, tu vois, à un point où, genre, une fois que t'étais vraiment parti devant, genre, t'étais vraiment même plus à l'horizon, tu vois, je voyais même plus ta poussière, mec. T'étais vraiment parti beau, tu m'avais distancé. Et moi, j'étais tellement ouf dans ma tête de pas réussir à rouler que j'ai commencé à me dire, non, mais c'était pas Clem en fait, j'ai mal vu, je me suis retourné rapidement, après j'étais dans la poussière, c'est pas possible que ce soit Clem qui m'ait laminé comme as, tu vois, c'est impossible. Ligne droite finale d'arrivée, les petits sauts machin et tout, je vois le drapeau à damier, super, ok, fin, pof, j'arrive, je suis mon carton, qui je vois devant moi ? Qui voit l'âge ? Le Clem. Et là, je suis fou.
je deviens fou, j'ai le démon, je transpire, je fais non, c'est pas possible. Il m'a collé 3 minutes. Non, je sais plus. Mais bah moi, si tu veux, de mon point de vue, en fait, c'est trop drôle parce que tu m'as mis le démon. moi, je roulais. En gros, tu m'avais doublé au kilomètre 80, donc ça faisait un moment que t'étais loin devant. Et à un moment donné, effectivement, je rattrape un gars. Je sais pas qui c'est, je sais pas si c'est toi, je sais pas si c'est quelqu'un d'autre. Dans ma tête, c'est pas toi, c'est genre un autre random. Et je suis derrière la poussière, je suis en mode putain, c'est relou parce que je sens que j'ai plus de rythme et que du coup, je mériterais de le dépasser parce que je vais un peu plus vite et je passe mon temps dans les virages à freiner parce que tu me mets de la poussière, je vois rien. Et je regarde et je me dis putain, on dirait les habits de Paul, mais le sac qu'il a, il a pas ça comme sac à dos Paul. C'est pas un sac noir comme ça, il a un tout petit truc et en fait, j'ai pas reconnu ton sac. Et du coup, dans ma tête, j'étais persuadé que c'était quelqu'un d'autre. Donc forcément, vu que c'était dans ma tête quelqu'un d'autre, je fais je vais le fumer, je vais lui fumer sa mère. Et honnêtement, je pense que si j'avais su que c'était toi, par respect et par pas envie de nous mettre tous les deux en danger pour la course, je pense que je serais resté derrière toi. Parce qu'en fait, quand tu dépasses, vu que t'es dans, en fait, on se rend pas compte, mais vraiment la poussière de l'autre, tu ne vois rien. Et il y a un moment donné où tu dois prendre cette prise de risque où c'est pas tu roules plus vite et naturellement tu dépasses la personne, c'est que tu mets énormément de rythme d'une manière dangereuse, comme sur l'autoroute quand tu dépasses quelqu'un et que vous êtes tous les deux à 120, en vrai tu montes à 140, 150 parce que faut se redéporter. C'est un peu pareil en moto mais avec des vitesses plus élevées et des virages qui arrivent beaucoup plus vite. Tu peux avoir un risque de mettre plein gaz pour dépasser, de pas voir le virage qui arrive et de parce te que mettre t'es dans la poussière surtout, ouais. tu vois, donc tu mets plein gaz dans la poussière, du coup faut arriver à timer ces dépassements dans des moments où les surfaces font un peu moins de poussière pour rester un peu en sécurité. Et parce que s'il se passe une dinguerie, c'est à la fois toi que tu mets tout seul en danger, mais potentiellement le gars que t'es en train de dépasser. Donc si j'avais su que c'était toi, je pense que pour pas niquer la course à tous les deux, je serais resté derrière par respect et j'aurais roulé cool pour pas me prendre ta poussière. Mais mec, j'étais tellement surpris de te voir. Mais en fait, moi je pensais pas que c'était toi et le premier truc que je me suis dit, c'est en fait t'étais beaucoup assis alors que normalement tu roules quand même pas mal debout avec je pense que t'étais dans un rythme plus faible que je me suis dit mais non Paul il est tout le temps debout, il roule vite. Le mec il est tout le temps assis, c'est un noob. Genre je me suis vraiment dit ça. Genre c'est pas Paul, c'est forcément un gros noob qui est tout le temps assis. Donc vas-y je vais le fumer. Et vu que quand tu t'es retourné, ça t'a sorti de la route, moi je l'ai interprété, oh chouette, le mec se décale de la piste par courtoisie pour me laisser le dépasser. Trop sympa, et vas-y j'y vais. Et du coup je suis parti devant et effectivement je savais pas que c'était toi. Et quand je t'ai vu à l'arrivée, j'étais aussi surpris de toi de te dire mais à quel moment je t'ai dépassé quoi. J'ai ma dignité qui s'enfuit. Non mais en fait en vrai c'est cool. C'est cool, hein. Ouais. Dis-moi que c'est cool. non, mais en fait, c'est cool parce que ça veut dire que Clem, il fait un taf de ouf depuis plusieurs années qu'on prépare ce projet, tu vois, pour se mettre à niveau parce que j'ai commencé avant, donc j'avais forcément de l'avance. Et en fait, comme d'hab, il faut que je commence les sports 2 à 3 ans avant lui parce que sinon, il arrive, il me fume direct. Donc là, tu vois, et le peu d'avance que j'avais, elle est en train de se faire grignoter, tu vois. Et du coup, j'ai trop hâte de la prochaine course. Hein. Non, mais du coup, c'est cool parce que ça veut dire que, tu vois, au Dakar, si le différentiel de niveau, il est inexistant, mais en fait, ça veut dire qu'on va se titiller au classement, c'est-à-dire qu'il y aura un peu ce suspense là, ça veut dire qu'on va aussi pouvoir presque rouler ensemble, tu vois, se retrouver parce que forcément oui, quand on se double c'est marrant, mais on peut aussi, tu vois, choisir de faire un bout de nave ensemble, c'est super rigolo. Ça présage que du bon pour le projet, tu vois. Moins l'écart de niveau est significatif, en fait ce qui est plus stylé, le truc est incroyable. C'est il y a ne serait-ce que un an sur la baraque qui était à côté de la maison, on avait peut-être 8 places d'écart au classement ou peut-être 9 places. Et là, du coup, sur cette compétition, bon, spoil, on avance rapide jusqu'à dernier jour. On n'avait qu'une place d'écart. Je crois que t'étais 30e. Moi, j'étais 32e. Ouais. Mais en tout cas, la compète vraiment. Merci. Félicitations. Vraiment cool, vraiment trop chouette. Et j'ai qu'une hâte, c'est de faire la prochaine, qui est du coup celle à côté de la maison, là, au octobre-novembre. Ouais, début novembre, là, ça va être trop bien. La Barade Ouest, on est chaud bouillant. Celle-là, je suis sûr pour le coup qu'elle compte 2 points pour le Dakar. Vu qu'on a fait 30 et 32. Si là on peut rentrer dans le top 20 quelque chose, ouais, 25e, 24e, tu vois, dans les 20, ouais. Comme j'expliquais en story Insta, parce que du coup mes stories Insta ne sont pas vues par l'essentiel des gens, donc je vous le fais le topo ici. Parce que tu te fais bannir d'Instagram. Ouais, parce que j'ai dit que j'allais te fumer, je me suis fait ban ma story par Instagram, parce qu'apparemment j'incitais à la haine de dire que j'ai fumé Paul sur le classement. Sur les barras de 1er à 18, c'est impossible pour nous d'avoir ce classement parce que c'est des mecs qui jouent la gagne pour le championnat national. Donc c'est des mecs qui sont sur une moto depuis qu'ils ont 4 ans. C'est des mecs qui jouent des classements. Il y a des enjeux d'argent, etc. Ils sont sponsorisés carrément par les marques de moto, les constructeurs et tout. Donc c'est des gens qui sont
très très fort et on a beau mettre toute la volonté du monde, jamais on pourra attraper ni le niveau technique ni le niveau physique de ces mecs-là. Nous, c'est un très bon classement quand on est dans les 20 et quelques. Et ouais, l'idéal, ce serait d'être classé sur la prochaine dans les 23e, 24e. Tu vois, là, franchement, 30e, 32e, c'est un très bon score pour nous. On est très contents. L'objectif, je pense, pour la barra des West, petit top 24, top 25. C'est chaud. En fait, c'est chaud d'annoncer ça parce que tu connais pas le nombre de participants, tu vois. Oui, c'est sûr que si on est 20 participants, bon bah... Alors, il y a ça aussi, mais il y a aussi le fait que... Et je pense qu'il y aura quoi, une cinquantaine, soixantaine de Non, de peut-être un peu plus, parce que celle-là, en fait, elle compte au championnat du monde des barras, au championnat d'Europe des barras. Okay. Et du coup, il y a aussi ceux qui font le championnat d'Europe. Tu vois, si t'as le gratin international qui se ramène, vouloir rentrer dans les 20 et 30, c'est irréaliste. Tu vois ce que je veux dire? Mais déjà la sensation, genre, trop bonne sensation sur celle de la semaine passée. Non, là où je suis content, effectivement, c'est, tu vois, ne serait-ce qu'il y a un an en arrière, comme je disais, je finissais mes fracasses et même parfois je finissais pas les compétitions parce que j'avais pas le niveau physique. Et genre là, j'étais fatigué en fin de journée, mais j'étais pas démonté. Tous ces stages où on souffre avec les athlètes Red Bull et tout, bah, ça porte les fruits, tu vois, c'est cool. C'est donc déjà la fin de cet épisode Keplan. Ça passe vite, on a bien rigolé, c'était bien marrant. On a encore plein de sujets à vous raconter. Il y a d'autres Keplan. En fait, on a trop hâte du prochain parce qu'on va pouvoir vous révéler en fait tout ce qui se passe avec la marque et tous les petites nouveautés. Petite reco avant de finir. J'ai pensé à ça la dernière fois. Si vous connaissez pas un humoriste qui s'appelle Félix Jean, il fait beaucoup soit des vidéos YouTube classiques longues, mais sinon format short. Sur Instagram aussi, il fait des reels, donc c'est des extraits souvent d'impro de ses spectacles, mais il a un vrai spectacle, il est en tournée. Il me fait taper des barres et pareil, il fait des trucs de rap parfois qui sont très très bien faits, très drôles. Donc allez streamer ça, mais allez regarder ça. Sur ce, n'oubliez pas, pour ceux qui sont sur Spotify, Apple Podcast et Deezer, les petites 5 étoiles, ça aide à référencer évidemment le podcast, à mettre en avant tout ça. Et les grosses 5 étoiles, mec, hein. Les grosses 5 étoiles là. Sacré 5 étoiles. Les 5 étoiles là. Je te compte sur toi, mon copain. Mets-nous 5 étoiles, ça va faire plaisir. Et puis sur YouTube, comme d'habitude, et tu peux nous mettre un petit commentaire, un abonnement. N'hésitez pas à dire aussi s'il y a des sujets que vous voulez qu'on aborde. Typiquement là sur les questions des engueulades et tout, c'était un commentaire qui était revenu quelques fois sur les précédents épisodes. Sur ce, on vous dit bonne nuit parce que nous on va se coucher, il est plus d'1h du mat à ce moment-là. Démonter le Tosma là, petite vidéo. Et puis voilà, la semaine prochaine pour la prochaine vidéo sur YouTube. D'ici là, portez-vous bien et à très vite. Ciao. Bye bye.